Digital nomade en Airbnb, c'est le sujet de notre nouvelle vidéo, toujours dans notre formation gratuite pour devenir digital nomade. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les avantages de se loger en Airbnb quand on est un entrepreneur nomade, comment ne pas se faire avoir quand on loue un logement, comment éviter les pièges ou les annonces pas très claires. Lorsque nous avons pris la décision de devenir digital nomade en famille, notre choix s'est tout de suite porté sur la location d'un logement en Airbnb. Être digital nomade en Airbnb est une solution parfaite pour pouvoir combiner la vie personnelle et puis sa vie professionnelle, avoir un espace de travail adapté à son activité. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment se loger en Airbnb, 5 avantages à utiliser cette plateforme, les 6 étapes nécessaires pour bien sélectionner son logement et comment le réserver bien sûr, mais également comment bien réagir en cas de problème. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux connaître mon astuce pour pouvoir recevoir du courrier même en logeant en Airbnb. C'est parti! Dans les prochains contenus, je vais te présenter les différentes solutions pour se loger lorsque l'on est nomade digital. Je démarre par celle que nous connaissons le mieux pour l'utiliser depuis 2013 et sans aucun souci, donc Airbnb. Et quoi de mieux que de débuter en te donnant les avantages à utiliser la plateforme pour se loger quand on est nomade digital. Alors, le premier avantage que je trouve, c'est de trouver des logements partout dans le monde. De pouvoir sélectionner le logement en fonction de ses critères, de son emplacement dans la vie. Mais aussi de pouvoir louer sur de la longue durée. Également, le fait de cuisiner sur place, ce qui est plus économique selon les destinations. Et pour finir, se sentir comme à la maison tout en vivant chez les autres. Alors, comment faire pour sélectionner un logement ? Avant de débuter tes recherches, assure-toi que ton profil invité est correctement rempli. Tu dois avoir une photo qui soit nette et une petite présentation personnelle. Ton identité doit avoir été vérifiée ainsi que ton téléphone, ton adresse email par la plateforme. Cette présentation, elle est importante, ainsi que les avis que tu as reçus des précédents hôtes. D'autant plus si tu veux pouvoir négocier le tarif du logement. Si un propriétaire accepte de baisser le tarif, c'est souvent qu'il se sent rassuré par le profil du voyageur. Alors, quelles sont les différentes étapes pour bien sélectionner le logement qui va t'accueillir durant ton voyage? La première étape, ça va être de faire une présélection de logements. Je fais tout d'abord un premier tri en indiquant une date de voyage et en choisissant les appartements par rapport au prix. On va dire 2000 ou 2500 € maximum. En ayant certains critères comme le Wi-Fi, la machine à laver, un espace de travail ou bien d'études et de repas qui soit suffisant pour nous trois. Je crée une liste de favoris dans laquelle j'enregistre cette première sélection en indiquant le nom du pays. Ça va me permettre de retrouver plus facilement les logements que je considère comme intéressants. La seconde étape, privilégier une annonce avec des photos, un descriptif et des avis. Je fais ensuite un second tri. Cette fois-ci, je vais lire la présentation du bien et les commentaires des précédents voyageurs. C'est de cette façon que l'on peut découvrir certaines petites choses que l'hôte n'a pas mentionnées dans son annonce. Par exemple, que le logement n'est pas propre, qu'il est mal isolé phonétiquement, etc. Mais aussi des retours qui peuvent être enflammés sur une literie parfaite ou un environnement idyllique. Ce qui y est indiqué doit y être quand tu prends possession de ta location. Si c'est marqué qu'il y a un four, il doit y être à ton arrivée. La troisième étape, c'est d'être attentif aux photos. Alors là, je suis un peu psychorigide à ce niveau-là. C'est sans doute ce qui nous a évité d'avoir de mauvaises surprises jusqu'à présent. Je me méfie des photos prises avec les rideaux tirés. S'il y a un balcon, il doit être montré. Non. Idem pour la vue, ou les photos avec un appareil grand angle, ça peut être très trompeur. Du coup, quand j'ai un doute, je suis plus attentive aux meubles, à leur emplacement. Je vérifie qu'il y ait bien des fenêtres dans les chambres. Cela n'est pas forcément un frein pour louer le logement, car tout dépend de l'agencement de l'appartement. Si la chambre donne sur une autre pièce qui, elle, est aérée, par exemple,
Personnellement, je ne peux pas dormir dans une pièce sans fenêtre, hein, mais Logan, notre fils, oui, hein, c'est arrivé une fois en Malaisie, donc ça peut ne pas être un problème pour tout le monde. La quatrième étape, c'est comment faire lorsqu'il n'y a pas d'avis. Si l'hôte a plusieurs annonces, n'hésite pas à lire les avis donnés par les clients pour ces différents logements en te rendant sur le profil de l'hôte. Il se peut que l'annonce soit récente et que ce soit un nouveau venu. Je suis toujours réticente à louer dans un cas pareil car tu n'as pas d'informations sur la personne et sur son appartement. C'est vrai que cela peut être l'occasion d'être son premier invité et de lui laisser son premier avis. C'est du coup aussi un moyen de mieux négocier. Ça peut très bien se dérouler ou être une mauvaise expérience, donc c'est un risque à prendre. Nous l'avons fait lors de notre premier séjour en Thaïlande à Chiang Mai. Et tout s'est merveilleusement passé. Ce sont les échanges qui étaient réactifs et sympathiques avec l'hôte qui m'ont rassurée avant de réserver. La cinquième étape, ça va être de contrôler son emplacement. Selon la destination, il peut être utile de connaître son emplacement dans la ville ou le village, surtout quand tu n'as pas de véhicule. En zoomant, tu peux voir sa position approximative sur la carte qui se trouve dans l'annonce. Si le nom d'une rue est lisible, il te suffit d'aller dans Google Maps pour vérifier son environnement, s'il y a des restaurants, une épicerie, une station de bus, la distance avec la plage, etc. La sixième étape, ça va être de lire le règlement intérieur. C'est la dernière phase à ne surtout pas zapper. C'est ici que l'hôte va indiquer par exemple un éventuel supplément financier, facture d'eau, de chauffage, la clim, la machine à laver, à acquitter sur place, ou des frais de ménage à payer en espèces à l'arrivée. Voire même la présence d'animaux de compagnie dans le logement ou d'une personne. C'est une partie de l'annonce que l'on a tendance à ne pas vérifier alors qu'elle est très importante. Moi qui suis du genre très méfiant, je vais jusqu'à faire une capture d'écran de cet encart pour m'assurer qu'il ne soit pas modifié après la réservation. Suite à tout ça, eh bien, je fais ma dernière sélection de logements et je me prépare à contacter les propriétaires. Quand tu fais ta recherche de logement, il y a 3 critères à prendre en compte. Le premier critère, ça va être le lieu. Il s'agit du pays ou de la ville elle-même, mais le tarif dépend également de la région. S'il est connu pour être très touristique ou dans une bonne région, tu peux t'attendre à ce que les prix soient plus élevés que les zones moins populaires. Les hôtes peuvent donc être moins enclins à accueillir des invités à long terme et à appliquer des remises. Le deuxième critère important, c'est la saison. Les prix seront plus élevés ou les rabais seront plus bas, ou bien les deux, pendant une saison touristique chaude. Ou en raison d'une périodicité, s'il y a une fête religieuse, le carnaval, etc. Il faut que tu vérifies s'il n'y a pas un événement, course automobile, etc., de prévu aux dates qui t'intéressent. Troisième critère, c'est la popularité de l'annonce. S'ils reçoivent beaucoup de réservations, de multiples hôtes expérimenteront de fixer des prix un petit peu plus élevés. Un hôte avec de très nombreux avis sera plus réticent à baisser son tarif, excepté peut-être en période creuse. Beaucoup de personnes n'y pensent pas, mais on peut contacter l'hôte avant de réserver le logement. J'envoie un message tout prêt que je personnalise avec son prénom. Il débute toujours par une courte présentation qui explique qui nous sommes et ce que nous faisons dans la vie. Puis, ce que nous voulons découvrir. Par exemple, la vie locale, les us et coutumes, la gastronomie. Je pose des questions sur le quartier, les commerces de proximité, les transports en commun si ça n'a pas été assez explicite dans l'annonce. Et le plus crucial concerne la connexion Internet, bien sûr. Je demande si elle n'est pas partagée avec un autre appartement, mais surtout quelle est sa vitesse en précisant clairement pourquoi c'est important pour nous. Si l'hôte me répond qu'il ne sait pas exactement, eh bien je lui propose de se rendre sur le site Speedtest. Il s'agit d'un site web qui teste la vitesse de la connexion Internet. S'il refuse ou que le résultat ne me convient pas, eh bien je ne sélectionne pas ce logement. Nous avons déjà loué, mais ça a été vraiment très rarement, des logements sans être sûr de la fiabilité du débit Internet et cela a généralement eu un gros impact négatif sur notre productivité. Je termine ensuite mon message en lui donnant mon montant maximal, ça va être 800 €, 900 €, 1000 €, 1200 €.
J'explique encore une fois que nous ne sommes pas en vacances, que nous avons un budget mensuel fixé et que nous ne pouvons pas l'augmenter. Cela n'est pas systématique, mais il m'arrive de lui dire que pour le remercier de son geste, nous pouvons lui offrir de la visibilité sur nos médias sociaux, de prendre des photos ou de tourner une vidéo de son logement. Ou bien de partager son adresse sur notre blog et nos réseaux sociaux si nous en sommes pleinement satisfaits. Si je sens que la négociation va être difficile, parce qu'il s'agit d'un super hôte, que le tarif est déjà en promo, mais reste encore trop élevé pour moi, eh bien j'insiste sur le fait que nous prenons bien soin des logements dans lesquels nous vivons. Je peux mettre aussi en avant certains aspects de son logement, une magnifique cuisine parfaite pour cuisiner de bons petits plats, ou une décoration unique et de très bon goût, qui vont lui montrer que j'apprécie les efforts qu'il met dans son logement. Parfois ça marche, ce fut le cas à Hawaï où j'ai eu un coup de cœur pour un logement, mais pas toujours, hélas. Et pour finir, je relis mon message et je le transmets à l'hôte. Je vais copier ce message en le personnalisant en fonction de l'annonce et l'envoyer aux hôtes dont les logements m'intéressent. Alors, payer sa location en dehors de la plateforme est une option qui peut être tentante pour beaucoup de personnes. Personnellement, je ne propose jamais de sortir de la plateforme et je refuse lorsqu'on me le demande. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut savoir que cela déjà est contraire aux règles d'Airbnb. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr, mais ce n'est pas une pratique que je conseille lorsque tu ne connais pas le loueur. Quand tu connais l'hôte, que tu lui as déjà réservé ce logement, ce n'est ni irrespectueux ni risqué de passer en direct. Mais imaginons, tu réserves quelques jours par la plateforme et tu indiques que tu verseras le reste de l'argent de ton séjour sur place directement à l'hôte. Si tu rencontres un problème avec ta réservation et que tu prends contact avec le site pour t'en plaindre, le service client aura accès à toute ta conversation, y compris ta proposition de payer hors plateforme. En tout cas, en gardant ces principes-là, nous n'avons jamais eu d'arnaque, de logement sale ou de logement occupé en 9 ans. Note aussi que tu peux te faire bannir de la plateforme pour cette raison-là. Il faut bien prendre en considération qu'il est toujours possible d'avoir un tarif préférentiel en louant au minimum pour un mois. Mais depuis la pandémie et toutes les répercussions que cela a eues sur l'économie du tourisme, forcément, c'est un peu plus compliqué. Sans oublier qu'en Espagne, qui est une destination réputée chez les nomades digitaux, l'électricité a augmenté de 41% en 2021. Les tarifs dans ce pays et au Portugal, qui est une autre destination très prisée, comparés à ce qui se pratiquait avant 2020, ont vraiment explosé. Et ce, même hors saison. Et puis, de plus en plus de logements appartiennent à des entreprises qui gèrent parfois des dizaines, voire des centaines d'appartements. Pour les reconnaître, c'est indiqué géré par un professionnel sur l'annonce. Alors c'est plus compliqué de négocier avec ce type de profil. J'essaie de les éviter le plus possible. Je vais te donner un petit conseil pour faire baisser les coûts de ton logement. Si tu es véhiculé, évite les locations en plein centre-ville ou les stations balnéaires trop renommées. Si ton budget est un peu juste, tu trouveras plus facilement une maison moins chère dans une zone rurale et un brin isolé. Alors maintenant, comment réagir en cas de problème à l'arrivée? Nous avons tous entendu des histoires de personnes déçues de leur location Airbnb et de la non prise en charge de leur réclamation par la plateforme. Ça existe, c'est vrai. Mais bien souvent, ces désagréments auraient pu être évités en étant hyper attentif au descriptif de l'annonce, à la qualité des clichés, à certaines pièces qui ne sont pas en photo, aux avis, etc. Ou en suivant correctement le protocole instauré par la plateforme. Comme je te l'explique un peu plus tôt dans cette vidéo, il y a parfois des signes qui ne trompent pas sur la déplorable qualité d'un Airbnb. Tu peux aussi tomber sur un logement super bien noté et avoir une mauvaise surprise. Le risque zéro n'existe pas.
Airbnb a mis en place une sécurité pour les voyageurs. Cela s'appelle AirCover. C'est une assurance totalement gratuite et très complète pour les voyageurs et pour les hôtes. Nous allons voir à présent les différents problèmes que l'on pourrait rencontrer. Problème numéro 1, il n'y a personne pour t'accueillir et tu ne parviens pas à joindre l'hôte. Consulte ta messagerie Airbnb pour voir si tu n'as pas reçu une réponse de sa part. Patiente devant le logement, si ça t'est possible. S'il y a un bar ou un parc, mais à éviter de nuit, surtout si tu as des bagages et selon la ville où tu es. Donc tu peux aller dans un bar ou un parc à proximité en envoyant un message à ton hôte pour lui indiquer où tu l'attends pour la remise des clés. Un délai d'1 heure d'attente sans aucune réponse me paraît être le maximum. Au-delà, il est temps de contacter Airbnb pour expliquer ta situation. Les solutions de la plateforme sont généralement de te reloger dans un appartement équivalent ou supérieur ou de procéder au remboursement de ta réservation s'ils ne parviennent pas à régler le problème avec l'hôte. Cette procédure s'applique pour toutes les situations que je te cite ici. Problème numéro 2 que tu peux rencontrer, c'est le logement ne correspond pas à l'annonce ou aux promesses. Le logement est très sale, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet alors que l'hôte t'avait assuré dans tes échanges sur la plateforme de la bonne qualité de la connexion. Eh bien, tu dois prendre contact immédiatement avec l'hôte via la messagerie d'Airbnb. Explique clairement ce qui ne va pas, ce que tu attends de lui. Un nettoyage en profondeur, une réparation, un remboursement partiel, une annulation peut-être. Puis envoie-lui une copie du message que tu viens de poster sur ton compte via un autre moyen de communication que l'hôte t'aura peut-être fourni. Ça peut être WhatsApp, ça peut être son email, ça peut être par SMS. Si l'hôte te répond en dehors de la plateforme, tu prépares un double du message reçu. C'est important d'avoir des traces écrites. Tu le recontactes via Airbnb en reprenant le contenu du message qu'il t'a envoyé. Par exemple, comme convenu avec vous par message, j'accepte votre proposition de ou je refuse votre proposition de. Airbnb doit pouvoir suivre ton historique de conversation et bien comprendre si des efforts d'arrangement ont été faits ou pas. Bien sûr, il faut toujours rester poli et correct dans tes propos. Tu dois collecter des preuves pour appuyer ta réclamation. Constate avec des photos, des vidéos, ce qui ne va pas dans le logement. Ça peut être la saleté, ça peut être des objets ou des appareils cassés, une disposition de l'appartement non indiquée dans l'annonce, il peut manquer une chambre, ou la présence d'une autre personne dans ce logement. Si l'hôte ne fait aucun effort pour régler le problème dans l'heure qui suit, tu téléphones au SAV d'Airbnb. Alors attention, ne quitte pas le logement tant qu'Airbnb ne t'a pas trouvé une solution de remplacement. Tu peux attendre ailleurs, bien sûr, mais il faut attendre les consignes de la plateforme. Maintenant que nous avons vu tout ce qui concerne la sélection et la réservation de ton futur logement, je te donne ma petite astuce pour recevoir du courrier dans un Airbnb. En restant plusieurs semaines dans un même logement, tu seras peut-être confronté au besoin d'y recevoir de la correspondance personnelle ou de te faire livrer un colis. Lorsque c'est possible, nous demandons au propriétaire ou bien au co-hôte un double de la clé de la boîte aux lettres. Nous lui expliquons que nous attendons une lettre importante, ça peut être la réception de notre carte bancaire, les devoirs, etc. Ou que nous devons commander un produit sur Amazon, par exemple. Sur la boîte aux lettres, je scotche un petit bout de papier sur lequel est écrit notre nom, ne pas oublier d'enlever son nom avant de partir, bien sûr. Je fais la même chose sur l'interphone. Si le logement est dans une résidence touristique avec un comptoir d'accueil, bien nous avertissons le personnel qu'il va y avoir du courrier ou bien des colis à nos noms. Nous avons pu ainsi recevoir du courrier et des colis, que ce soit en Espagne, au Portugal, au Vietnam, etc. C'est le moment de passer à l'action. Alors même si tu ne prévois pas d'être digital nomade en Airbnb bientôt, je te propose d'ores et déjà de t'inscrire sur cette plateforme, si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Ainsi, si tu en as besoin d'urgence, par exemple, bien tu auras déjà ton compte tout prêt. Remplis ton profil, ajoute ta photo et passe chaque étape
de vérification. Prépare ton message de présentation et enregistre-le dans une application de notes ou bien un fichier Word en le mettant en version française et en version anglaise. Tu peux déjà choisir 5 destinations qui te font rêver, puis créer tes premières listes de favoris en suivant mes conseils que je t'ai donnés un petit peu plus haut dans cette vidéo. L'action numéro 2, si ce n'est déjà fait, eh bien inscris-toi par le formulaire ci-dessous. Ainsi, tu seras averti de la parution du prochain contenu de cette formation totalement gratuite pour devenir digital nomade, que tu sois seul, en couple ou en famille. Tu recevras également par mail des conseils et des ressources pour t'accompagner dans ton changement de style de vie et pour développer tes revenus en ligne. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à rejoindre la famille Nomade Digital et à mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.